L'échiquier international, soyez les bienvenus. Niamey, on est à quelques heures de la fin de l'ultimatum fixé par les militaires au pouvoir pour que la représentation diplomatique française plie bagage pour un retour vers l'Hexagone. En effet, au fil des jours, ce qui a débuté comme une crise politique au Niger enfle pour former une ampleur plus conséquente à travers toute une région. La crise est bien installée et se complexifie avec les jours entre le Niger et la France et l'Allemagne, entre le Niger et la CEDEAO. Et pour rien arranger à l'affaire, ne voilà-t-il pas que le Burkina Faso et le Mali estiment officiellement que toute tentative d'attaque contre le Niger serait considérée comme un casus belli à leur rencontre. Vous l'avez compris, les esprits s'échauffent, se crispent et se renvoient les responsabilités mutuelles. C'est pour éviter toute amplitude de la tension au sein d'une zone sahélienne où les problèmes ne manquent pas que d'ailleurs le premier diplomate algérien Ahmed Attaf vient à peine de rentrer d'une tournée diplomatique en vue peut-être de solutionner la crise. Plusieurs pays pourraient y mener des consultations, le Nigeria, le Bénin, le Ghana, où siège d'ailleurs la CEDEAO. L'Algérie est contre une intervention militaire au Niger. On en parle de tout ça et bien davantage dans quelques secondes. Faisons remarquer que les tentatives de médiation pour trouver une issue négociée à la crise nigérienne sont pléthores à côté de la tournée diplomatique d'Ahmed Attaf. Le président nigérian Bola Tinubu a reçu de son côté des religieux et d'ailleurs le ministre algérien. Mais où est la solution pour contenter toutes les parties? Où en sont les pourparlers? La seule ouverture que la junte nigérienne serait prête à faire pour le moment est la discussion sur beaucoup de points, mais pas de retour du président Mohamed Bazoum. On va essayer de démêler la situation avec nos invités du jour. Tout d'abord, on reçoit Michel Fayard de Paris, analyste, géopoliticien. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, j'ai écorché un peu votre nom, c'est Michel Fayad. Fayad, oui. Pardonnez-moi, ça va? Oui, et vous? Bienvenue. Et vous serez rejoint pour notre table virtuelle Imhotep Bayala, analyste également. Bienvenue. Oui, bonsoir. C'est un plaisir d'être là. Le plaisir est partagé. Dans quelques secondes, je l'espère, on sera rejoint par François Ndegwe de Washington, également spécialiste de l'Afrique. Mais commençons sans tarder. Alors, première question qui s'adressera à vous, Michel Fayad. On l'a vu, les tentatives de médiation se succèdent et se superposent en vue de la solution de la crise au Niger. La junte est ouverte au dialogue, sauf que l'on refuse pour l'instant le retour de Bazoum au pouvoir, qui est une condition sine qua non de la CEDEAO. Comment avancer pour sortir de la crise dans une telle équation? Pour le moment, je ne vois pas de sortie de crise. Je pense qu'il y a une véritable impasse parce que je ne vois pas la CEDEAO réellement intervenir au Niger parce que la CEDEAO, ça veut dire le Nigeria. Et comme vous le savez, le Nigeria et le Niger, ce sont deux États, mais c'est une seule nation. On voit mal comment est-ce que le Nigeria pourrait attaquer le Niger, quel drame pourrait avoir lieu entre ces deux États, parce que il y aurait des millions de personnes qui seraient forcées de quitter le Niger et qui viendraient s'installer au Nigeria, qui ne pourraient pas supporter cette migration. Dans le même temps, cette junte au pouvoir est en train de s'installer durablement. On la voit mal, comme vous l'avez dit dans votre introduction, faire un pas en arrière. Donc elle est vraiment là, elle s'installe. Maintenant la question c'est le jeu qu'elle est en train de faire contre la France, parce que c'est un jeu qui est un peu dangereux, parce que demander à l'ambassade de France à l'ambassadeur de France de partir, alors que l'ambassadeur de France et la France ne reconnaissent pas la junte au pouvoir, c'est compliqué. Et si jamais, vous savez que Emmanuel Macron, dès le moment où il y a eu le coup d'État, avait menacé le Niger en disant, enfin la junte au Niger, en disant que si jamais il arrivait quelque chose à un ressortissant français, qui soit un simple citoyen ou un diplomate, alors la France interviendrait. Donc là, c'est un peu jouer avec le feu. Mais à part cet événement, on a vu que la junte a habilement joué justement
du fait que la CEDEAO n'oserait pas réellement attaquer pour le moment. Et également, on a vu qu'au Niger même, il y a l'ancien président Issoufou qui semble de plus en plus proche de la junte au pouvoir. Je rappelle que le numéro 1 de la junte, le général Tiani, était le chef de la garde présidentielle, non seulement du président déchu, le président Bazoum, mais également son prédécesseur, donc le président Issoufou. Alors, Imhotep Bayala, on reste un peu sur ce dossier, ce bras de fer entre Niamey et Paris. On demande, je répète, aux militaires et aux diplomates français de quitter le pays, chose aussi demandée, et non des moindres, par une large partie de la population. On reproche à l'ambassadeur Sylvain Ité de n'avoir pas répondu à une invitation du ministère des Affaires étrangères du Niger, et on lui reproche également d'autres agissements contraires aux intérêts du Niger. Est-ce que, selon vous, la présence de la France au Niger sous l'ancien format est-elle dépassée ? Oui, je crois très fermement que ceux qui ne le comprennent pas encore, c'est le colonialisme français parrainé par Emmanuel Macron qui a des difficultés à adapter sa compréhension aux faits géopolitiques en évolution et en cours en ce moment. Et je crois que les dynamiques des populations sahéliennes ont évolué. Elles ont progressé vers des revendications assumées et planifiées par les populations qui les portent désormais. La diplomatie africaine, je dirais qu'elle suit le cours des aspirations de son propre peuple. Aujourd'hui, celui qui mène la diplomatie des populations sahéliennes, c'est les Sahéliens eux-mêmes. Et les gouvernants sont obligés de se mettre au rythme de ces revendications des masses populaires. Je peux comprendre que très clairement, au vu des agissements condescendants et paternalistes, parce que le logiciel colonial de la France est encore en retard et c'est un système très virusé qui n'arrive pas à s'actualiser pour anoblir même la posture de la France vis-à-vis d'elle-même en tant que nation capable d'actualiser son regard du monde, de faire évoluer les dynamiques et d'éviter de façon récurrente les humiliations qu'on lui expose et son image qui est permanemment écornée. On comprend que M. Ité a eu des agissements qui ont touché la dignité des Nigériens et au vu de la crise qui s'est ouverte, il a encore posé des actes hostiles aux intérêts de sécurité intérieure du Niger. Donc, vous comprenez très bien pourquoi il a été appelé par le ministre des Affaires étrangères du Niger pour être entendu. Je pense que d'une part, il y a la France qui refuse de jouer la carte de l'humilité, la carte d'une fin de colonialisme sur laquelle elle a bâti sa posture en Afrique. Et d'autre part, il y a également le Niger qui n'entend pas se faire marcher sur les pieds. Peu importe les risques que cela pourrait prendre, parce qu'en prenant la décision de faire déguerpir M. Ité de Niamey, c'est aussi comme si on ouvrait la porte aux menaces d'Emmanuel Macron. Et parce qu'il attend effectivement le prétexte qu'on va lui prêter pour pouvoir s'appuyer sur ce prétexte et accélérer son opération militaire qui jusque-là est mise sous la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui dit qu'elle va agir, mais nous savons très clairement que celui qui tire les ficelles et celui qui a d'ailleurs tenté officiellement de transgresser l'espace aérien algérien, qui a dû lui interpeller de faire replier ses différents aéronefs à ses différentes bases, c'est bien la France. Et donc, on reviens vers vous. Aussi quelque chose de glissant. Merci Stéphane Bayala. On vient d'être rejoint par, on a le plaisir de recevoir François Ndengoué. Bonsoir. Bonsoir. Avec quelques secondes de retard, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à vous, bonsoir à mon collègue et bonsoir à votre téléspectateur de HAL24. Les salutations sont faites. Alors, on l'a dit, faisons rapidement, 3 coups d'État en l'espace de 3 ans sur la zone sahélienne, 3 coups d'État avec comme trame de fond ce mouvement anti-français. Comment l'expliquez-vous ?
Il faut aller chercher dans la colonisation et même la décolonisation les raisons de ce coup d'État, de ces coups d'État. Quand les événements se succèdent avec une régularité de cette nature, l'on ne peut pas seulement accuser les Russes ou accuser ce qu'ils ont appelé, à mon avis, à tort, le sentiment anti-français. Il y a des raisons de fond qu'en tant qu'universitaire, il faut aller regarder. Le nouveau président, le nouveau chef du gouvernement, chef d'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, le jour de son coup d'État, il a fait une allocution qui importe de connaître. Et il donnait les raisons. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut au moins regarder les raisons qu'il a données. Et vous voyez que ces raisons ne sont pas très différentes de celles que l'on a vues précédemment au Mali et qu'on a vues ensuite au Burkina Faso et dans une moindre mesure en République de Guinée. Alors, d'abord, il y a le problème de l'insécurité et du constat que les forces françaises, malgré la longueur du temps, malgré presque une dizaine d'années sur le terrain, n'ont pas réussi à résoudre le problème qu'elles étaient censées résoudre. Il y a des problèmes de malgouvernance, mais je ne reviens pas dessus parce qu'on pourrait l'appliquer partout. Mais dans le cas nigérien, il y a deux autres raisons données par cette allocution du président Tiani. Premièrement, le président Bazoum, dit le président Tiani, libérer des terroristes. Alors moi je ne dis pas que le président Tiani a raison, mais je reprends ce qu'il a dit. Si donc vous êtes président de la République et que vous libérez des terroristes et de façon extrajudiciaire, c'est le mot qu'utilise le président Tiani, son Excellence le président Tiani, il faut se poser des questions. Surtout que vous êtes de l'armée. Imaginez, pendant que l'armée algérienne se battait contre les terroristes, si le président de la République d'Algérie libérait des terroristes qui avaient massacré des soldats algériens ou des populations civiles algériennes, et qu'il les libérait, même pas dans un cadre juridique, mais dans un cadre extrajudiciaire. C'est quand même grave, il faut considérer cela. Et ajoute encore même le président Tiani, le président Bazoum disait que ces terroristes qu'il libérait étaient en quelque sorte ses alliés. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout ce que le président Tiani a dit est vrai concernant le président Bazoum, mais je dis qu'avant d'envoyer des soldats pour déloger, soit dit-on, le nouveau pouvoir nigérien, il faut d'abord écouter ce qu'ils ont dit. Et si ce qu'ils ont dit est faux, il faut montrer que cela est faux. François Denguet, on va en parler dans quelques instants en deuxième partie d'émission, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur ce coup d'État. Michel Fayad, parlons un peu de ce coup d'État. On avait l'habitude, lors de coups d'État, de voir une population apeurée, mais étrangement, ce coup d'État au Niger du 26 juillet dernier est soutenu par une partie non des moindres de la population, comme ces 20 000 partisans Niamey dans le stade Signé Kouché, le plus grand du pays d'ailleurs. Autre chose inhabituelle par rapport aux autres coups d'État, celui-ci emmené par le général Abdourahmane Tiani n'a fait aucun mort. C'est un coup d'État, n'exagérons pas, mais c'est un coup d'État plutôt en douceur. Il n'y a même pas un blessé de signaler. D'ailleurs, c'est un coup d'État sans bruit. La population est contente. Les gens qui ne sont pas contents sont surtout des acteurs extérieurs, alors que les Nigériens sont plutôt satisfaits. Comment vous l'expliquez ? Vous savez, le peuple nigérien n'est pas un peuple qui souhaite réellement la guerre. C'est un peuple qui souhaite massivement la paix, ne souhaite pas qu'il y ait une guerre civile. Il sait le prix de la guerre, il sait le prix humain qu'une guerre coûte. Donc, il ne cherche pas la guerre. Vous savez, toute personne, je pense, qui connaît la guerre n'en veut pas. Mais ce qui est important de dire, c'est que tout ce qui a été dit jusque-là
sur la France est plutôt vrai, simplement. Et puis sur ce qu'aurait dit le général Tiani, et si c'est vrai ou si c'est faux, on ne sait pas. Par contre, je pense qu'il est très important de dire la chose suivante. C'est qu'au cours des 10 dernières années, le budget militaire du Niger a été multiplié par 4. Le général Tiani a dit que en fait, il y a des problèmes sécuritaires. Or, lorsqu'on regarde depuis le début de l'année jusque-là, il n'y a eu aucun problème sécuritaire, uniquement le 15 août, après qu'il ait fait le coup d'État. Je dis cela pour la chose suivante, c'est que la guerre au Sahel a poussé tous les États de la région, au niveau du Sahel, à multiplier leur budget militaire. Et en multipliant leur budget militaire, les militaires justement qui contrôlent ce budget ont commencé à s'enrichir. Il y a eu des appels d'offres qui n'en étaient pas, des matériels qui ont été achetés qui n'ont pas été livrés et des matériaux et des équipements qui ont été surfacturés. Et comme vous le savez, le chef d'état-major de l'armée qui a été limogé justement en avril, aujourd'hui est le numéro 2 de cette junte. Il est important aussi de rappeler qu'il y a eu un audit en février 2020 qui avait justement levé la question de la corruption au sein de l'armée pour l'achat des équipements et des armes militaires. Donc il est quand même important de dire tout ce qui a été dit sur la France, tout ce qui a été dit sur le colonialisme et tout ça, je ne le conteste pas et je crois qu'il y a une part de vérité, mais il y a également une part de vérité sur la corruption au sein de l'armée et qui est une des raisons importantes, si ce n'est la raison principale de ce coup d'État. François Ndengwe, j'ai envie de revenir vers vous. La CEDEAO, avec le géant qui est le Nigeria, qui est à sa tête actuellement, qui a été vent debout pour une offensive contre le Niger, dont d'ailleurs il a coupé sa distribution d'énergie. Le Nigeria est lui-même confronté à Boko Haram, sans parler des rebelles en tout genre qui s'attaquent parfois aux pipelines de pétrole. Donc affaiblir une armée du Niger ferait les affaires, sans aucun doute, de toute cette galaxie de rebelles au Sahel. Oui, l'attitude du Nigeria est très intéressante et très instructive. Les historiens dans les années futures pourront étudier cela en détail. Mais nous pouvons dire une chose dont nous sommes certains déjà. L'attitude belliqueuse, parce que c'est ce que je trouve comme mot, du Nigeria tient en une seule personne, le président du Nigeria, Bola Tinubu. C'est une attitude personnelle, c'est une attitude individuelle qui veut aller à tout prix en guerre contre le Niger. Et pourquoi je dis que c'est une attitude individuelle? Parce que le Sénat du Nigeria s'est déjà opposé à toute intervention de l'armée nigérienne. Et plus que cela, la population civile du Nigeria, comme on n'a jamais vu presque depuis le début de l'indépendance, a manifesté son opposition. Vous pouvez citer les leaders religieux. Vous pouvez citer les leaders de la société civile. Vous pouvez citer les jeunesses. Il y a eu des millions de personnes qui ont marché dans presque toutes les régions du Nigeria pour s'opposer à cette guerre, d'autant plus, comme vous l'avez dit, que l'armée du Nigeria est déjà très très exsangue, elle est presque exténuée, avec des rébellions au sud-est, des problèmes de terrorisme qu'elle n'arrive pas à résoudre, et un phénomène très récent de banditisme et d'enlèvement. Donc l'armée du Nigeria a déjà beaucoup à faire, et rien que sur ce point, on ne voit pas pourquoi le président du Nigeria s'entête. Et je voulais souligner un dernier point qui est intervenu il y a quelques jours. Pour la première fois, et moi je n'ai pas souvenir que cela est déjà arrivé au Nigeria, les intellectuels du Nigeria ont pondu beaucoup d'articles sur cette question et presque tous sont dans le même sens. Il n'est pas question que le Nigeria et que l'ECOWAS d'ailleurs, comme la CEDEAO, ECOWAS en anglais, aillent faire la guerre au Nigeria. Je voudrais citer un colloque qui a eu lieu récemment à Lagos où on a entendu entre autres des professeurs très réputés au Nigeria comme le professeur Babafemi Badejo de l'université d'Abeoku, le professeur Tonien Felola,
qui est venu de l'université de Texas, qui est un des africanistes les plus respectés aux États-Unis, le professeur Adepou Tetoumaye, le professeur Adoleye Odoukoula de l'Unilag à Lagos. Donc vous voyez que l'esprit de l'agressivité qui se résume à un seul homme, le président de la République du Nigeria, certes, mais en opposition complète de phase, non seulement avec la classe politique dominante, les classes religieuses, et vous savez qu'au Nigeria, surtout dans les régions nord du Nigeria, les religieux ont une importance capitale, avec les intellectuels de son pays. Donc on ne voit pas avec quelle justification le Nigeria pourrait envoyer des soldats pour aller faire la guerre au Niger, d'autant plus encore que les populations des deux côtés de la frontière sont presque les mêmes populations à Oussa, dans les sept États qui font la frontière avec le Niger. Donc nous sommes là devant une situation complètement inédite, et puisque vous avez mentionné le fait que le Nigeria a coupé le courant, il faut dire que c'est déjà une violation de contrat. Alors c'est bien curieux d'aller rétablir la démocratie en commençant par violer les principes de la démocratie qui sont entre autres le respect des contrats. Sur quelle base juridique s'appuie le Nigeria pour couper l'approvisionnement en électricité au Niger? Donc, vous voyez que c'est une situation qui, même si elle paraît compliquée, est assez lisible. Et les dessous ne sont pas ce que l'on voit en apparence première. Merci. Michel Fayad, comment vous voyez les prochains jours dans la région? On a vu des pourparlers ici et là, des tournées diplomatiques. Le président du Nigeria, Tinubu, qui était vent debout au début de cette séquence au sujet du dossier Niger, qui est revenu à des sentiments plus ou moins atténués dus à des particularités du Nigeria, parce que le Sénat a bloqué aussi toute opération allant dans ce sens. Comment vous voyez les prochains jours? Vous êtes plutôt pessimiste ou vous voyez que la situation va quand même se débloquer pour trouver un terrain d'entente? Pour le moment, je ne vois pas de solution, mais je ne vois pas non plus la guerre pour le moment. Par contre, ce que je souhaite dire, c'est que je pense que ce qui se joue aujourd'hui au Niger, c'est quelque chose d'extrêmement important qui ressemble énormément à la crise de Suez en 1956. Pour ceux qui ne le savent pas, en 1956, les Anglais et les Français se sont attaqués à Abdel Nasser et les Américains et les Soviétiques, en pleine guerre froide, se sont entendus pour chasser et les Anglais et les Français de la région du Moyen-Orient et donc d'Égypte. L'idée aujourd'hui, c'est que vous savez que les États-Unis ont la plus grande base militaire en Afrique au Niger. À Agadez. Exact. Et donc, et puis vous savez qu'on parle maintenant de Wagner qui viendrait s'installer au Niger, ou qui y est peut-être déjà. Donc, les Américains et Russes, qui sont en pleine crise, en pleine nouvelle guerre froide aujourd'hui, pourraient s'entendre une nouvelle fois, comme en 1956, pour chasser les Français de leur précaré en Afrique. Et donc, c'est extrêmement important, parce que là, on n'en a pas parlé jusque-là dans l'émission, mais je pense que cet aspect justement géopolitique de très haut niveau, qui est que les Américains et les Russes puissent s'entendre pour chasser la France d'Afrique, c'est quelque chose de primordial. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le Niger est la plus grande base militaire en Afrique pour les États-Unis. Et ce n'est pas rien. C'est entendu. Imhotep Bayala, il nous reste moins de 2 minutes. Vous êtes analyste, mais aussi militant panafricaniste. Finalement, au-delà des antagonismes et des opinions des uns et des autres, dans cette affaire du Niger, une guerre entre pays africains serait surtout une défaite pour toute l'Afrique, non? Oui, très clairement. Il faut que l'Afrique cesse d'être un laboratoire d'expérimentation des différentes formes d'impérialisme pour être un continent aux avant-gardes de ses propres intérêts, où il s'expose moins aux sponsors internationaux, que ce soit pour le cas précis, c'est la France qui veut sponsoriser
une guerre en Afrique où on va s'entretuer. Je souhaite qu'on tire leçon de la Libye qui a été tout récemment disloquée, complètement détruite par les intentions bonapartiennes de Nicolas Sarkozy. Le slogan était le même, il était connu, c'était pour amener la démocratie ou plus de démocratie en Libye. Aujourd'hui, c'est le même slogan maintenu comme tel qui est présenté. Et c'est pourquoi nous considérons de notre position de panafricaniste que ce serait extrêmement dangereux que l'Afrique continue d'être le théâtre d'expérimentation de tous les charlatanismes du monde. C'est entendu. Il est temps pour nous, à travers ce conflit, de nous positionner, de positionner nos alliances internes africaines et de pouvoir dessiner des rayons qui nous conviennent. Malheureusement, le rendez-vous se termine. Merci d'avoir répondu à mes questions, Stéphane Bayala. Je tiens aussi à remercier François Dengoué et également Michel Fayad. Merci à vous trois d'avoir nourri le débat et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été présents pour le numéro de l'échiquier du jour. Et je vous dis à demain pour d'autres numéros. Merci.